Bonjour à tous. Nous vous avons beaucoup parlé sur cette chaîne du théâtre européen, et nous allons profiter aujourd'hui de cette vidéo pour évoquer un petit peu l'histoire du théâtre américain. Peu traduit en France, et je peux vous dire que je l'ai bien constaté en voulant faire mes recherches pour cette vidéo, le théâtre américain est pourtant porteur d'une culture vaste et injustement méconnue ici. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher ensemble sur le répertoire américain, de son apparition jusqu'à nos jours. Il y a deux ou trois petites choses avant de commencer cette vidéo dont je pense que ça peut être pas mal que je vous parle pour que vous ayez une idée de la façon dont j'ai abordé justement l'écriture de cette vidéo. Connaissant honnêtement de base assez mal le théâtre américain, j'ai voulu, normal, me documenter. Ça passe donc bien sûr par lire un maximum de pièces. Problème, la plupart des auteurs que j'évoque ici n'ont pas été traduits et s'ils l'ont été, peu. De ce fait, je nommerai les pièces par leur titre en anglais, approximatif parfois, mais en anglais tout de même lorsqu'elles ont été traduites en français. D'abord parce que ce n'est pas le cas de la majorité, et ensuite parce que la traduction française depuis l'anglais ne rend pas toujours hommage au titre originel, et je n'avais pas envie de me tenter dans des traductions plus qu'hasardeuses sur les pièces qui n'ont pas été traduites. Bref, ceci étant dit, c'est parti. Nous parlerons donc ici de l'histoire théâtrale des États-Unis d'Amérique, les seuls, les uniques, les fameux. Pour plus de précision, nous commencerons avec l'arrivée des colons anglais. Ce qui s'est passé avant pourrait faire l'objet d'un tout autre sujet. Lorsque les colons arrivent, c'est donc avec leur propre tradition. Ça passe par massacrer plein de gens, mais ça passe aussi par ramener depuis chez soi son répertoire connu d'origine, à savoir donc le répertoire anglais. Les premières traces connues de théâtre ayant eu lieu aux États-Unis sous les colons anglais sont donc logiquement des pièces anglaises. Nous savons par exemple qu'une représentation de Richard III de Shakespeare a eu lieu à New York en 1750. C'est vers cette période-là que certaines personnes commencent à se soucier justement de l'implantation du théâtre aux États-Unis. Quelques théâtres sont construits à Williamsburg, Virginia en 1716 ou encore à Charleston, South Carolina en 1736. Pour la petite anecdote bien chauvine, Charleston est un quartier français. Ce fait pourrait corroborer d'autres informations que je n'ai pas pu croiser et que je n'ai donc pas pu attester, mais qui parlent de représentations de pièces de Dumas ou de Victor Hugo. Bref, retour en mode construction, le théâtre de Manhattan est le suivant sur la liste. Lewis Hallam l'ouvre en 1753 entre deux tournées avec la troupe qu'il gère avec son frère. Manhattan, en accueillant un des premiers théâtres des États-Unis, est donc déjà disposé à devenir ce haut lieu culturel qu'il deviendra, mais on y reviendra plus tard. Ce même Lewis Hallam montra en 1767 la première pièce de théâtre écrite par un Américain. Il s'agit de The Prince of Persia de Thomas Godfrey. Et à compter de cet instant, nous pouvons nous pencher sur la littérature théâtrale américaine. Le théâtre continue de se développer et de s'inscrire dans le patrimoine culturel des États-Unis au XIXe siècle. En 1821, ouvre à New York l'African Grove Theatre, 6 ans avant l'abolition complète de l'esclavage dans l'État de New York. Il est ouvert par William Alexander Brown, un homme noir libre, qui sera donc le premier auteur officiellement noir américain. Ce théâtre, qui est donc à destination des populations noires, est fréquenté par tout type de population, c'est-à-dire à la fois libre ou non. Il propose une programmation variée, alternant entre des productions de Brown, du répertoire classique, de l'opéra, du ballet et de la musique. En 1823 s'y joue Drama, première production des États-Unis à la distribution constituée uniquement de personnes noires. Bon, évidemment, tout ça n'a pas trop plu aux Blancs qui ont littéralement fait fermer le théâtre, puisqu'il avait plus de succès que les théâtres destinés aux Blancs. Le racisme, la ségrégation... En termes de genre, ce qui marque la première moitié du 19e siècle est une sorte de tragédie qu'on peut qualifier de mélodrame héroïque en vers. Il n'y avait bien sûr pas que ça, on trouve aussi des comédies, mais en gros, c'est ce qui fonctionnait bien. Parmi ces auteurs, on trouve par exemple Robert Montgomery Bird, qui écrit la pièce The Gladiator, qui rencontre un véritable succès en 1831. On peut aussi trouver George Henry Booker, avec Francesca da Rimini en 1853.
Vers la moitié du siècle à peu près, justement, comme le théâtre n'a de cesse de se développer, apparaît la comédie de mœurs. Elle connaît du succès notamment avec l'œuvre de Mrs. Anna Mowat, Fashion, écrite en 1845 et qui est une véritable satire sociale. On voit également, le contexte socio-culturel des États-Unis le permettant aisément, apparaître des mélodrames qui s'inscrivent dans des postures anti-esclavagistes ou anti-alcoolisme. Il y a également un point qu'il faut mentionner en parlant de l'histoire des États-Unis, mais sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que c'est extrêmement douloureux, les minstrel shows. Ces spectacles sont extrêmement racistes, ça ne s'appuie que sur ça, et c'est la petite histoire d'amour théâtral des États-Unis au XIXe siècle. Ils apparaissent à la fin des années 1920 et ils sont en gros des shows profondément débilisants et humiliants pour les personnes noires, puisque ils sont joués par des personnes blanches qui se peignent le visage en noir, les blackface, et qui chantent, dansent et exagèrent tout de façon à correspondre à des clichés absolument exagérés, bref. Après la guerre de sécession, ces spectacles seront toujours joués, mais cette fois par des personnes noires, ce qui n'est pas beaucoup mieux non plus, hein. Et heureusement, le genre finira par disparaître après beaucoup trop de temps, puisqu'on en trouve encore des traces jusqu'en 1950 dans le théâtre amateur. Voilà, c'est fini pour les minstrel shows. Si vous voulez, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est important de toujours savoir ce qui s'est passé dans l'histoire pour ne pas le reproduire. Si vous voulez qu'on dédie un épisode au minstrel show, ce sera compliqué, mais on peut essayer de l'envisager, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bref, au plus joyeux, la fin du 19e siècle amorce plusieurs changements qui s'engagent dans plusieurs directions différentes. Le premier élément, c'est l'arrivée du musical, qui commence à gagner les faveurs du public et qui annonce plus tard l'arrivée imminente des comédies musicales. Musicals en anglais. Le deuxième élément, non pas des moindres, c'est l'influence des dramaturges de cette époque européens sur les dramaturges américains qui commencent à se dire que le théâtre peut être le lieu pour aborder des questions épineuses, qu'elles soient sociales ou politiques, ou les deux. En 1905, ouvre à Harvard le 47 Workshop. C'est un cours animé par George Peace Baker qui est le premier à s'intéresser à la dramaturgie. Il donne ainsi le coup d'envoi parmi ses élèves à une littérature dramatique américaine plus vaste et plus ambitieuse. La révolte commence à poindre, tant contre l'esthétique théâtrale en place que, plus important, contre les conventions sociales qu'il cherche à critiquer de façon intelligente et optimiste. Pas mal de femmes marquent cette époque critique grâce à des pièces satiriques. On peut par exemple citer Susan Glaspell qui s'illustre à plusieurs reprises avec des pièces comme Trifles, The Outside ou Woman Sonore. Elle explore dans ses pièces la place de la femme dans la société et interroge également les façons que celle-ci peut avoir de détourner, de contourner et de dénoncer la forme ou les formes de patriarcat qui les oppriment. Dans un autre registre, on peut également citer Emily Dickinson, qui, avec Alison's House, interroge la place de l'artiste dans la société. Et le début du XXe siècle, c'est également Eugene O'Neill, qui n'est pas du tout une femme, mais dont le théâtre a fortement marqué l'histoire du théâtre américain. Les pièces de O'Neill sont jouées par les mêmes acteurs qui jouent les pièces de Susan Glaspell, c'est-à-dire les Provincetown Players. C'est grâce à eux qu'ils se font connaître. Cette compagnie a tout un tas de particularités. La première, c'est qu'ils se maintiennent dans un statut d'amateur pour éviter les contraintes financières. La deuxième, c'est qu'ils publient les pièces qu'ils jouent et qu'ils promeuvent le théâtre américain, ce qui participe très grandement à la diffusion de ces pièces. O'Neill se distingue par l'innovation de son œuvre. Déjà, il ose traiter des sujets qui sont durs, choquants et démoralisants. Il met en place une diction plus fluide, plus simple, plus courante, qui permet de bien mieux mettre en valeur la psychologie des personnages. On assiste à l'écroulement intérieur du personnage principal et à sa solitude qui tire parfois jusqu'au splendide. C'est le cas par exemple d'une pièce magnifique et qui a été jouée 3 ans après sa mort, en 1956, intitulée Long Day's Journey into Night. Cette pièce raconte l'histoire d'une famille dont tous les maux se sont cristallisés autour du personnage de la mère, qui est engagée dans un combat contre l'addiction à la drogue, qu'elle ne gagne pas. Yugi, joué encore plus tard en 1958, raconte le rapport, la relation entre un parieur et son ami fraîchement décédé qui était un gardien d'hôtel. Il se servait complètement de lui pour se faire mousser, pour gagner confiance en lui et donc pour gagner ses paris. Et la pièce raconte comment
Le successeur de cet homme, le nouveau veilleur de nuit, va au final remplacer le veilleur de nuit précédent, Yogi, auprès du personnage principal. À la même époque naît la troupe du Living Theatre à New York. Elle est créée par Judith Malina et par Julian Beck. Avant-gardistes, les deux artistes engagent leur troupe dans une démarche artistique extrêmement engagée. Cette démarche questionne le rapport du théâtre à la vie et le rapport du spectateur de théâtre à sa propre vie dans sa dimension spectaculaire. La politisation de leur théâtre s'accompagne d'une idée d'Antonin Artaud du théâtre de la cruauté. Cela consiste pour l'acteur à se sublimer par sa souffrance sur une scène resacralisée par le pathos, supposé pouvoir mener le spectateur jusqu'à la transe. S'ils font quelques créations originelles comme The Brig, qui leur vaudra d'expulser les États-Unis, ils s'appuient cependant essentiellement sur des créations déjà existantes. La troupe existera encore 2 ans après son expulsion des États-Unis jusqu'en 1970, et aura le temps au passage de marquer également l'histoire du théâtre français, et plus précisément l'histoire du Festival d'Avignon. Elle marquera durablement son époque en libérant la parole sur scène et en redonnant au corps une place essentielle. Si vous le voulez, nous pouvons également faire une vidéo à part entière sur le Living Theatre, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais dites-le nous encore une fois en commentaire. Durant l'entre-deux-guerres, les spectacles classiques perdurent, mais on voit cependant également émerger un théâtre social qui cherche à parler de l'humanité, ou plus particulièrement dans certains cas de l'inhumanité. Pour prendre quelques exemples, nous pouvons citer Clifford Odets par exemple, qui évoque la lutte des classes dans Waiting for Lefty. Il produit également des pièces anti-nazies avec par exemple Till the Day I Die ou encore Watch for the Rain. Autre exemple, Maxwell Anderson, qui propose un théâtre hautement politique lorsqu'il écrit Winterset. Cette pièce s'inspire directement du procès de Sacco et Vanzetti, 2 anarchistes italiens dont le procès a été complètement bâclé et qui ont été exécutés dans la foulée de leur procès en 1927 sans que leur culpabilité n'ait été avérée. Je vous laisserai vous renseigner davantage sur cette histoire si vous en avez la curiosité. Mais ces exemples vous montrent un théâtre engagé qui se questionne sur la société dans laquelle il évolue. Les années 20 et 30 voient également éclore un genre de théâtre régional dans la continuité du théâtre social. Encore une fois, il dénonce des injustices sociales. Paul Green met en scène l'injustice des sudistes blancs envers les populations noires dans Abraham's Bosom et termine sa pièce par une scène de lynchage. Lynn Riggs, dans Green Grows the Lilacs, interroge pour sa part les relations entre les pionniers et les Indiens du Middle West. L'une des pièces de cette époque à avoir eu le plus de succès s'appelle Our Town. Écrite en 1938 par Thornton Wilder, cette pièce fait partie de celles que j'ai lues et je la qualifierais de théâtre contemplatif. L'action, non, on peut pas parler d'action. Le déroulé des événements nous montre les différents stades de vie de 2 familles dont les enfants se côtoient enfants, se rapprochent adolescents, se marient à l'âge adulte et manque de bol, la jeune femme meurt en couche. La dernière partie de la pièce se passe donc depuis le cimetière où on entend les âmes discuter entre elles. Ce qui est le plus saisissant dans cette pièce, c'est la façon dont elle doit être jouée. Tout passe par le mime, alors même que chaque action quotidienne est décrite. Il n'y a pas de décor, il y a un régisseur qui le décrit à voix haute durant toute la pièce. Les acteurs, pendant les représentations, sortaient du public pour venir procéder à leur récit quotidien de ce qui se passait dans leur petite ville. Et cette pièce a gagné le prix Pulitzer en 1938. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Tennessee Williams et Arthur Miller. Leur théâtre est plus individuel dans la mesure où les problématiques qu'ils abordent appartiennent à des personnages précis et pas à l'univers tout entier dans lequel ils évoluent. Si le spectateur peut s'y identifier, il n'est pas forcément mis face à une situation qui relève de sa propre intimité. Tennessee Williams appuie nombre de ses pièces sur la dichotomie entre les conventions sociales dans lesquelles ces personnages doivent évoluer et les pulsions sexuelles contre lesquelles ils doivent combattre. C'est ce thème qu'on peut retrouver dans Glass Menagerie, ou encore dans A Streetcar Named Desire, ou encore dans Cat on a Hot Tin Roof. 2 choses sont à noter. D'une part, les 2 dernières pièces que je viens de citer ont respectivement gagné les prix Pulitzer de 1948 et de 1955. Et d'autre part,
la majeure partie du répertoire théâtral de Tennessee Williams a été portée au cinéma et est donc facilement visible si vous le souhaitez. Arthur Miller, lui, propose un théâtre un peu plus traditionnel, mais qui marque tout de même beaucoup son époque. Il dénonce les valeurs trompeuses de la société avec Death of a Salesman, plus connu en France sous le nom de Mort d'un commis voyageur, ou encore avec The Crucible, qui raconte l'histoire des sorcières de Salem. Et si les sujets de ces deux auteurs ne sont pas simples, c'est parce que leur talent est tel qu'ils peuvent absolument tout raconter. Allez voir ce qu'ils ont fait, franchement, c'est magnifique. Les diverses et variées atrocités ayant eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale poussent sans surprise les artistes à repositionner un petit peu et surtout à re-questionner leur rapport à leur art. Tous ces questionnements, multiples et variés donc, donnent naissance de fil en aiguille au théâtre de l'absurde. Il est nommé ainsi pour la première fois en 1961. Ce théâtre s'éloigne du théâtre traditionnel tel que la tragédie, la comédie ou le drame. Il s'intéresse davantage aux problèmes affectifs et métaphysiques de ces personnages plutôt qu'à des problématiques relevant de l'humain tout entier. Le plus connu, ou l'un des plus connus des auteurs héritiers de cette réflexion s'appelle Edward Albee et a écrit par exemple Who's Afraid of Virginia Woolf en 1962. Ce titre est assez évoqueur de l'ambiance qu'il y a pendant la pièce parce qu'il faut l'entendre sur l'air de Qui a peur du grand méchant loup, Who's Afraid of Virginia Woolf, voilà, et qu'il est chanté pendant toute la pièce. Celle-ci raconte l'histoire d'un couple dans la cinquantaine qui, sous prétexte de faire la fête, se déchire, mais alors, jusqu'en lambeaux, devant un couple d'une trentaine d'années qui est leur invité. L'absurdité du théâtre d'Albee est conçue pour choquer non pas les personnages qui sont habitués à la violence de ce qu'ils traversent, mais pour choquer les spectateurs dont ils pourraient quelque part raconter l'intimité. De façon plus générale, on voit quand même encore beaucoup de drames réalistes. Petite mention au passage pour Frank D. Gilroy, qui écrit en 1965, et qui gagne le prix Pulitzer, The Subject Was Roses. On voit toujours également des comédies, et plus précisément des comédies d'intrigue, de caractère et de mœurs. Neil Simon, avec par exemple Barefoot in the Park, ou encore John Keir avec Mary Mary en 1961, se distingue dans ce registre. Mary Mary sera d'ailleurs à son époque la pièce non musicale ayant enchaîné le plus de représentations consécutives à Broadway. Mais on y revient. Bien évidemment, en parallèle, le théâtre afro-américain se développe, en continuant d'interroger les rapports entre les blancs et les noirs au sein des États-Unis. En 1959, A Raisin in the Sun, écrite par Lauren Hansberry, qui est une pièce que j'ai découverte et que j'adore absolument, est la première pièce écrite par une femme noire jouée à Broadway. Elle connaît un très grand succès qui permet à son autrice d'ébranler un petit peu les frontières raciales de Broadway et d'ouvrir un peu aussi la voie pour d'autres femmes afro-américaines. Elle gagne d'ailleurs avec ce texte le prix New York Drama Critics pour la meilleure pièce de Broadway sur la saison 58-59. En 1960, Amiri Baraka, pseudonyme d'Everett Leroy-Jones, professeur d'université et dramaturge entre autres nombreux talents, crée le Black Art Movement. Dans un contexte de lutte pour les droits civiques et plus précisément de lutte contre la ségrégation raciale dans un contexte plutôt tendu aux États-Unis, et dans la continuité du mouvement Renaissance de Harlem, le Black Art Movement vise à promouvoir une esthétique propre aux Afro-Américains. Cette revendication identitaire et communautaire de l'identité afro-américaine, en dehors du regard occidental blanc, est renforcée par plusieurs événements. Plus précisément par les assassinats de Malcolm X en 1965 et de Martin Luther King en 1968. Cette revendication est donc portée par tout un tas d'auteurs, de musiciens et d'artistes de tous les genres. Leroy-Jones, en plus d'avoir créé tout ça, est également auteur lui-même. Il est connu notamment pour avoir porté à la scène un langage cru et violent. Dans des pièces comme Dutchman ou The Slaves, Leroy-Jones s'insurge autant contre la corruption du système social qu'envers la position de certains noirs qui, de par leur propre posture face aux blancs, renient autant leur identité que leur culture. Et au passage, que leur respect d'eux-mêmes. Ce thème était déjà présent dans A Raisin in the Sun par Lauren Hansberry, mais si chez elle, la pièce se finit pas trop mal, ça n'est pas du tout le cas chez Leroy-Jones. Dans le même registre, James Baldwin écrit Blues for Mr. Charlie
après le décès de son ami militant Medgar Evans, qui plus précisément a été assassiné. Elle lui est dédiée, ainsi qu'aux 4 jeunes filles de 11 à 14 ans, qui sont décédées dans un attentat du Ku Klux Klan dans une église de Birmingham le 15 septembre 1963. Cette pièce, je sens que ça va vous surprendre, s'articule autour d'un meurtre. Un jeune homme noir, que le spectateur connaît grâce à des flashbacks qui lui permettent de connaître son identité, son caractère et sa réalité des événements, a été tué par un homme blanc. Malgré l'organisation d'un procès, celui-ci s'en tirera indemne grâce à son immunité, parce qu'il est blanc. Le théâtre afro-américain, et donc le théâtre noir du XXe siècle, aborde donc des questions sociales majeures dont certains, si ce n'est la plupart, sont toujours des problématiques actuelles aujourd'hui. Et comment parler du théâtre américain sans parler des musicals, la comédie musicale ? Certains puristes pourraient me dire qu'il ne s'agit pas de théâtre puisque le théâtre y est mêlé avec du chant et de la danse. Je leur répondrai qu'historiquement le théâtre consiste justement en un mélange d'arts et que leur séparation correspond davantage à des périodes bien précises de l'histoire du théâtre. Bref, la comédie musicale. Elle naît dans les années 1920 en héritant de plusieurs genres, comme notamment l'opérette mais également la revue, tant burlesque que de musical. Peu à peu, les livrets s'éloignent d'un enchaînement pur de numéros extraordinaires pour participer au déroulement de l'histoire. Les grands noms de la comédie musicale sont en général également des grands noms de l'œuvre spectaculaire. On peut citer Florence Ziegfeld qui a créé les fameuses Ziegfeld Follies, ou encore George Gershwin, compositeur avec lequel le précédent que nous venons de citer travaillait, et dont certaines compositions sont devenues de purs classiques. La naissance du cinéma permettra également à la comédie musicale de connaître un véritable essor, et les succès de la scène sont bien souvent adaptés au cinéma. Les premières comédies musicales dont le livret fait pleinement avancer l'histoire, c'est-à-dire dont les chansons participent à la narration au lieu d'être simplement des moments spectaculaires, émergent dans les années 20 avec par exemple Showboat, produit par Ziegfeld. À compter de 1943, Richard Rodgers, producteur, et Oscar Hammerstein II, librettiste, font évoluer le genre en l'amenant vers des sujets plus graves. Tout en conservant bien entendu un ton léger, on commence à oser porter à la scène des sujets un peu plus sociaux. On voit par exemple apparaître à cette époque Oklahoma ou La Mélodie du Bonheur. S'ils ouvrent la porte à une quantité impressionnante d'artistes qui viennent animer Broadway, 2 personnes marquent le registre du genre. Il s'agit de Jerome Robbins, chorégraphe, et de Leonard Bernstein, compositeur. Ce sont notamment eux qui sont à l'origine en 1957 de West Side Story, comédie musicale suffisamment populaire pour que Spielberg l'ait refaite en 2021. Un peu plus tard, les mouvements hippies s'emparent du monde artistique. C'est la période Hair créée en 1968. La comédie musicale commencera par jouer off-Broadway, puis rejoindra le Public Theatre of Broadway en 1972, ce qui signifie qu'elle a joué pendant 4 années consécutives. Cette comédie musicale parle d'un présent très contemporain aux spectateurs qui la découvrent, et ceci explique son immense succès. Les années 70, elles vont surtout faire connaître des comédies musicales anglaises que je ne vais pas trop développer parce que ce serait du coup sans surprise un peu hors sujet. Mentionnons tout de même Chicago, créé en 1975 par Bob Fosse et qui évoque les conditions carcérales des femmes et l'enjeu qu'ont les médias dans le traitement de ces femmes justement. C'est une de mes comédies musicales préférées. Les productions s'exportent, bien entendu, et heureusement, parce que la production des comédies musicales dans les années 80 s'épuise un peu. Les sujets sont vus et revus, les numéros sont vus et revus aussi, bon, voilà quoi. Je pourrais littéralement vous parler des heures durant de la comédie musicale américaine, qui continue bien entendu de se développer aujourd'hui et qui a continué dans la continuité des années 80, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez compris que comme le reste du théâtre américain, la comédie musicale s'est construite autant grâce à l'héritage des genres dont elle s'est inspirée, que dans le contexte des enjeux sociaux des époques qu'elle a connues. Si les plus classiques d'entre elles sont toujours jouées régulièrement, voire de façon ininterrompue depuis des années et des années et des années, Broadway reste aujourd'hui le centre ultime aux États-Unis de la création de la comédie musicale et de la tradition de la comédie musicale, qui est, vous l'aurez compris, j'espère, le format spectaculaire américain ultime.
Il est bien évident que ce bref passage dans l'histoire du théâtre américain aurait pu être largement plus long si j'avais décidé de creuser davantage chaque époque, mais je me suis dit que là on était déjà pas mal pour un bref aperçu, c'est bien. Ce théâtre est finalement relativement récent puisque la création, vraiment, du répertoire américain commence en réalité dans les années 1900. Comparativement à ce qu'on connaît et ce à quoi on est habitué dans l'histoire du théâtre occidental, c'est très récent. De multiples chemins ont cependant été explorés par les auteurs américains qui ont su créer leur propre voie, les menant à leur propre registre, jusqu'au format spectaculaire ultime qu'ils ont initié, la comédie musicale. Le théâtre américain est assez constant sur certains points, et notamment sur son implication dans ses pièces des enjeux sociaux, qui étaient d'actualité lorsque les pièces ont été créées, mais qui sont toujours aujourd'hui l'épicentre de l'activité théâtrale. Après s'être inspiré du théâtre européen pour permettre sa naissance, il a su s'imposer suffisamment pour s'inscrire à la fois artistiquement dans le théâtre à l'international, mais également théoriquement. On peut reprendre l'exemple de Thornton Wilder pour rappeler que certaines pièces de ces époques-là correspondent réellement à des dramaturgies extrêmement particulières. Et si nos petits cerveaux européens ont un petit peu du mal à percevoir exactement la théâtralité de ces pièces-là, c'est peut-être simplement parce que nous n'y sommes pas habitués. Certaines œuvres de ces théâtres aux conventions théâtrales extrêmement différentes de celles qu'on connaît nous, ont été et sont toujours de véritables chefs-d'œuvre que nous, pauvres Français, n'avons malheureusement pas vraiment à disposition, faute, encore une fois, de traduction. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus encore sur le théâtre américain. Je suis ravie d'avoir pu aborder ce sujet avec vous puisque cette vidéo m'a permis de regarder et de lire pas mal de pièces, j'en ai lu une petite dizaine pour la préparer, et de faire de très belles découvertes. Si je dois citer 3 pépites, je dirais on va la faire en français, Un long voyage du jour à la nuit de Jane O'Neill, Un raisin au soleil évidemment de Lauren Asbury, et Les enfants de Lucy Kirkwood que j'ai beaucoup aimé. Je ne saurais pas suffisamment vous les recommander de toute façon, ces 3 pièces comme les autres, n'hésitez pas encore une fois à aller voir. Et n'hésitez pas à me dire laquelle de toutes les pièces que j'ai citées vous a donné le plus envie justement de la découvrir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, il serait temps quand même, surtout si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai oublié, mais on n'oublie pas non plus le pouce, le like, tout ça, le partage, le commentaire. Bref, vous connaissez quoi comme d'habitude.